Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, un nouveau massacre sudiste près d'un centre de distribution d'aide au sud de Raza. Bilan au moins 30 morts et des dizaines de blessés. Les survivants, horrifiés, disent avoir été pris au piège. Et après avoir perdu 9 de ses enfants, le docteur Hamdi Najjar, en soins intensifs depuis le bombardement de sa maison, est tombé en martyr ce dimanche. Tentative marocaine d'élever la représentation sioniste au rang d'ambassade, des figures de l'antinormalisation dénoncent fermement les agissements du Merzem. Le régime marocain empêche la poursuite de la marche de la liberté pour les prisonniers de Gdeymizik, une décision condamnée par le Comité national sahraoui pour les droits de l'homme. Et enfin, conflit en Ukraine, une frappe de drone imputée à la Russie sur un camp d'entraînement ukrainien a fait au moins 12 morts. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes présente sa démission. Bonsoir à tous. En près de 2 ans, la bande de Raza s'est transformée en un véritable lieu de mort. Les bombardements sionistes sont incessants et les Palestiniens vivent constamment dans la peur. Ce dimanche n'a malheureusement pas été une exception. Le bilan des victimes de cette agression génocidaire s'est alourdi à 54 418 martyrs et 124 190 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les dépouilles de 37 civils sont arrivées dans les hôpitaux de la bande ces dernières 24 heures. Encore une distribution d'aide meurtrière à Raza. Plus d'une trentaine de Palestiniens sont tombés en martyrs et une centaine d'autres ont été blessés ce dimanche alors qu'ils tentaient de récupérer des aides alimentaires distribuées dans un centre américain à Rafah, au sud de la bande. Les forces d'occupation ont tiré à balles réelles sur les civils sur place. La situation à l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge dans la zone de pêche de Rafah est dramatique. Le nombre de blessés est élevé. Plus de 100 personnes sont actuellement hospitalisées à l'hôpital britannique et à l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge. Environ 22 morts sont actuellement à la morgue de la Croix-Rouge et plusieurs d'entre eux ont été transférés à la morgue de l'hôpital Nasser. La situation est dramatique. Je conseille aux gens de ne pas aller chercher de l'aide. Personne ne meurt de faim. Ceux qui sont destinés à mourir mourront. C'est injuste que ce peuple meure ainsi. La situation est tragique ici. Je leur conseille de ne pas se rendre au point de distribution de l'aide. Ça suffit. Récupérer de la nourriture leur a donc coûté leur vie, mais ce n'est malheureusement pas la première fois que les forces d'occupation font preuve d'une cruauté criminelle et ciblent délibérément les points de distribution d'aide. Le massacre de ce matin a laissé les survivants traumatisés, horrifiés par le piège qui leur a été tendu. Souhila Kilal. Sonnés, ils réalisent à peine la tragédie qu'ils viennent de vivre. Les morts et les blessés se comptent par dizaines. Partis chercher des aides à Rafah, les forces sionistes leur ont réservé un accueil des plus sanglants à coups de tirs nourris. Les chars, les drones et même la marine sioniste étaient de la partie. Un guet-apens soigneusement orchestré par une horde sioniste qui a utilisé l'aide humanitaire comme appât afin d'assouvir sa soif de sang. On a entendu dire qu'il y avait de l'aide. Nous avancions vers le rond-point d'Al-Alam près de la mer et il y a eu de nombreux tirs. Les drones sont arrivés et ont annoncé qu'il n'y avait pas d'aide aujourd'hui. À 18h, ils ont commencé à tirer au hasard sur les gens. Il y avait beaucoup de martyrs et de blessés. Pendant environ 2 heures, nous sommes restés allongés au sol. Si vous releviez la tête, ils vous tiraient dessus. Ils
Ils ont dit qu'ils nous enverraient de l'aide. Nous sommes allés la recevoir et avons été surpris par l'armée israélienne qui nous tirait dessus. Nous nous sommes retrouvés allongés, ramassant les martyrs. Depuis le début du génocide, l'entité sioniste a tout fait pour éradiquer les agences onusiennes, notamment l'UNRWA de Gaza. Après 80 jours d'un blocus hermétique, un système militarisé sioniste de distribution a vu le jour hier à Rafah, une distribution qui a vite tourné au carnage. Tout le peuple palestinien est mort, la moitié d'entre eux mourant à cause de l'aide humanitaire. Sommes-nous des chiens à vos yeux? Sommes-nous des chiens? Honte à vous, distribuez l'aide par l'intermédiaire de l'UNRWA. Ce qui arrive à ce peuple est honteux. Le génocide sioniste à Gaza a bafoué toutes les lois du droit international. Après avoir utilisé la famine comme arme redoutable de guerre, le bourreau sioniste a désormais la main mise sur la distribution des aides qu'il utilise comme prétexte pour faire un maximum de morts. Les forces d'occupation ont également lancé des attaques sur un deuxième point de distribution d'aide humanitaire cet après-midi au centre de la ville de Gaza. Un civil a été assassiné, tandis que 14 autres ont été grièvement blessés. Gaza qui enterre à nouveau ses martyrs après une journée particulièrement sanglante. Dans les rues, les cortèges funèbres se succèdent, les familles sont effondrées et la population est à bout. Maria Chouilleur. Des cortèges funèbres s'ébranlent une nouvelle fois à Gaza, là où les cris de douleur résonnent plus fort que jamais. Ce matin, des milliers de Palestiniens endeuillés ont accompagné les corps sans vie de leurs proches tombés sous les balles sionistes, alors qu'ils tentaient uniquement de nourrir les leurs. Il est parti chercher de la nourriture. Il a quitté la maison à 23 heures. Les Israéliens l'ont assassiné. Il ne portait ni armes, ni couteau, rien. Il voulait juste nourrir ses enfants. Ils étaient 10 à la maison. Lui, sa femme et les 8 enfants. C'est injuste. Ce qu'ils font est profondément injuste. Il est allé chercher de la nourriture pour ses enfants. Ses enfants mouraient de faim. Il a dit « Je veux aller chercher de la nourriture ». Il est mort. Le mari de ma sœur est mort, laissant derrière lui ses 3 enfants. 3 jeunes enfants, dont l'un est encore allaité. Il a 9 mois. Ces points de distribution, censés être des lieux d'espoir, sont devenus des théâtres de mort. Les rues portent encore les traces du drame. Hier, alors qu'une foule affamée attendait désespérément de quoi se nourrir, des tirs ont retenti, des dizaines de morts, une centaine de blessés, un vrai carnage. Qu'ils arrêtent ces massacres, qu'ils arrêtent ce génocide. Ils nous tuent. Tuez-nous tous ensemble et débarrassez-nous de cette vie. Nous en avons assez de souffrir. Nos proches meurent, ça suffit. Qui reste-t-il? Il n'y a plus personne. Nous ne pouvons plus résister, je le jure. Dans un territoire déjà ravagé par 19 mois de bombardement, c'est une autre facette du génocide que dénoncent les habitants. La famine organisée, utilisée telle une humiliation jusqu'au dernier souffle. La faim a tué des gens. Tout le monde a faim, pas seulement une personne. Nous avons tous faim. Aucune maison n'a de farine. Ils nous ont dit d'aller chercher de la nourriture. Pourquoi nous tuent-ils? Pourquoi tuent-ils des innocents? N'est-ce pas injuste? Mon gendre assassiné a laissé 3 enfants. N'est-ce pas injuste? Les appels à un cessez-le-feu se multiplient pendant que Gaza enterre une fois de plus ses martyrs, sans jamais pouvoir tourner la page. Ce 1er juin marque la célébration de la Journée internationale de l'enfance. Et que dire de cette enfance détruite à Gaza? Au lieu de jouer, d'aller à l'école, les petits Palestiniens ont d'autres préoccupations lorsqu'ils ne sont pas réduits en cendres par les bombardements sionistes. Dima, par exemple, est une fillette palestinienne qui, comme les autres enfants de la bande, consacre son quotidien à la survie plutôt qu'au jeu. Amalam Zenzitounia. On se croirait dans un atelier de confection de bijoux pour fillettes.
Les visages rieurs de ces petites Palestiniennes qui se parent des petites fantaisies qu'elles viennent elles-mêmes de fabriquer cachent en réalité une tristesse et un mal-être profond qu'aucun enfant au monde ne devrait ressentir. À seulement 12 ans, les yeux de Dima Abdelhadi révèlent la réalité de ce que subissent au quotidien les enfants de Gaza. Je m'appelle Dima Abdelhadi, je viens de Beit Hanoun, j'ai 12 ans et je suis en 6e. Avant la guerre, on allait à l'école, mes sœurs et moi, et on jouait dans les aires de jeu avec nos amis. Maintenant, la situation est difficile, on ne peut pas sortir, le danger est partout. Je me lève à 6 heures du matin, mes sœurs et moi allons chercher de l'eau que nous transportons à la main. Nos dos et nos mains commencent à nous faire mal. Ensuite, nous allons chercher du bois sous les décombres et de la nourriture aux soupes populaires. Avec ses 6 sœurs, dont une veuve et mère de 2 orphelines, Dima a vu sa vie basculer dans l'horreur. Au lieu d'avoir une vie insouciante d'enfant, exemptée de soucis, cette petite Palestinienne, comme le reste des enfants de l'enclave, vit désormais dans la peur. Ses nuits ne sont faites que de cauchemars récurrents. Ils ont tué notre enfance. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Nous n'aimons pas la nuit. Elle est lourde de chagrin. Le bruit des bombardements, des ambulances, des missiles et des roquettes. La vie est désormais complètement différente de ce qu'elle était. Elle est empreinte de peur, de terreur et de panique. Je cherche sans cesse un endroit sûr où emmener mes enfants. Leur état mental est au-delà de ce que leur âge peut supporter. Il n'y a plus d'école. Leur plus grande préoccupation est désormais de trouver de l'eau et de la nourriture aux soupes populaires. Les humanitaires de l'ONU décrivent la situation à Gaza assiégée par les frappes aériennes, la malnutrition, les déplacements et une rupture de l'ordre public comme catastrophique et la pire depuis le 7 octobre 2023. Le génocide sioniste, malgré sa barbarie, n'arrive jamais à faire disparaître le sourire des enfants de Gaza, encore moins en cette journée internationale de l'enfance. Les funérailles du docteur Hamdi An-Najjar se sont déroulées ce dimanche matin à Gaza. Après avoir perdu 9 de ses enfants, le docteur Hamdi An-Najjar, en soins intensifs depuis le bombardement de sa maison, est tombé en martyr ce dimanche. Il laisse derrière lui sa femme, médecin elle aussi, et leur enfant, seul survivant de l'attaque sioniste. Un médecin capable de soigner n'importe quel patient, qu'il soit musulman ou chrétien, c'est un médecin humain qui a une carrière et qui a juré devant Dieu de l'accomplir de manière crédible. C'est un médecin et père de 9 martyrs. Nouveau raid d'agression sioniste au Liban. Un Libanais est tombé en martyr ce dimanche dans une frappe sioniste dans le sud du pays. Selon le ministère de la Santé libanais, le raid a visé la localité d'Arnoun dans la région de Nabatiyeh. Sur le continent, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment sur la création de 2 instances nationales chargées de l'importation et de l'exportation, ainsi qu'un rapport d'étape sur l'état d'avancement du processus de numérisation. Au Maroc, les figures de l'antinormalisation ont dénoncé ce dimanche les efforts visant à élever la représentation sioniste dans le pays au rang d'ambassade. Le président de l'Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Wehman, a déclaré sur un post sur son compte Facebook que la préparation de l'ouverture de l'ambassade de l'entité occupante dans le pays, qui se veut un foyer pour tous les sionistes au milieu des massacres en Palestine occupée, est le point culminant d'un long processus de courbette du Merzen. Se préparer à élever la représentation sioniste au rang d'ambassade au milieu des massacres du peuple palestinien, de la destruction de Gaza et de la Cisjordanie occupée et de la profanation du sanctuaire de notre saint prophète n'est rien d'autre que l'aboutissement d'un long chemin de prosternation
Mais ce qui est plus dangereux, c'est que l'infiltration est devenue un locuteur de notre dialecte, parlant au nom de notre identité et plaidant dans des forums avec un faux visage national et au nom des droits de l'homme. L'activiste et défenseur des droits de l'homme marocain a par ailleurs souligné que la seule façon de faire face aux projets sionistes dans le pays est de l'exposer et d'exposer ses outils. Ce dangereux projet sioniste ne peut être affronté qu'en le dénonçant, en l'appelant par son nom, en dénonçant ses outils, en dénonçant ceux qui le commercialisent chez nous et en les affrontant tous. C'est la bataille de tous et personne n'en est exempté, car ces dangers affectent tout le monde et personne ne sera épargné. Sahara occidental, le Comité national sahraoui pour les droits de l'homme a condamné la décision du régime marocain d'empêcher les membres de la Marche de la Liberté de terminer leur parcours vers la prison de Kénitra où sont détenus les prisonniers de Gdemizik. Dans une déclaration obtenue par l'agence de presse sahraoui, le comité a condamné le recours continu et l'impunité de l'État d'occupation marocain à l'expulsion, empêchant à chaque fois les observateurs internationaux de visiter et d'entrer dans les territoires sahraouis occupés, où la politique répressive de l'occupation continue de cibler chaque citoyen qui réclame la liberté, la dignité et le droit à la vie et à l'indépendance. Le 31 mai 2025, les autorités marocaines ont empêché et expulsé les membres de la Marche pour la liberté des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines et les ont empêchés de terminer l'itinéraire vers la prison de Kénitra où sont détenus les prisonniers de Gdemizik après avoir été arrêtés et détenus à l'intérieur du navire à Tanger avant d'être expulsés de manière violente et honteuse vers l'Espagne. En violation flagrante des conventions internationales pertinentes, l'État d'occupation marocain répressif poursuit ces violations flagrantes en adoptant une politique d'expulsion des observateurs internationaux d'entrée au Maroc et dans les territoires occupés, dans un effort ouvert pour dissimuler la réalité de l'occupation et ses pratiques répressives à l'encontre du peuple sahraoui. Dans ce contexte, le Front Polisario a vivement dénoncé les politiques répressives du Merzen, et ce après la décision des autorités marocaines d'empêcher les membres de la Marche de la Liberté d'atteindre leur objectif. La décision des autorités marocaines d'empêcher les membres de la Marche de la Liberté de poursuivre la marche vers la prison de Kénitra n'est pas surprenante. Elle démontre au monde la violation systématique marocaine contre le peuple sahraoui dans les villes occupées. Le Front Polisario continuera à dénoncer l'illégalité de ces arrestations, à exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques sahraouis qui n'ont commis d'autres crimes que de défendre le droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple du Sahara occidental. Et cette information qui vient tout juste de nous parvenir, l'Algérie a pris connaissance de la nouvelle position adoptée par le Royaume-Uni sur la question du Sahara occidental et regrette le choix fait par Londres d'apporter son soutien au prétendu plan d'autonomie marocain. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, ajoutant, je cite, qu'en 18 ans d'existence, ce plan n'a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation, de même qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les envoyés onusiens qui se sont succédés à ce poste. Ces derniers avaient tous relevé la vacuité de l'initiative marocaine d'autonomie et son inaptitude à offrir une solution sérieuse et crédible au conflit du Sahara occidental. Fin de citation. À présent, Washington a salué ce dimanche l'initiative conjointe de l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie visant à promouvoir la paix dans le pays, estimant qu'il s'agit d'une coordination régionale cruciale pour faire avancer la stabilité. Dans un message publié sur le réseau X, l'ambassade des États-Unis en Égypte a également exhorté les parties libyennes à s'abstenir de tout recours à la violence et à renouer avec le dialogue. Inondation au Nigeria, le bilan des victimes a été une nouvelle fois revu à la hausse ce dimanche. Il s'est alourdi à au moins 175 morts. Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné de mettre en place une cellule de crise. Des camps de tentes sont installés pour les habitants des zones sinistrées où ils recevront de la nourriture et de l'eau potable. Il y avait tellement de gens endormis chez eux. Certains dormaient encore ce matin-là. Tellement de gens. En fait, impossible à dénombrer, à moins de pouvoir voir les corps pour les compter. Moi-même, j'ai perdu mon frère.
D'après notre bilan sur le nombre de corps récupérés jusqu'à présent, nous avons environ 111. Mais en parlant maintenant au chef du district, il me dit qu'il estime à plus de 200 corps. Mais selon nos propres calculs, nous avons 111 corps. Dans ma maison, j'ai 11 pièces. Toutes ont été détruites, la nourriture et tout. Même si aucune vie n'a été perdue, tous mes biens ont disparu. Conflit en Ukraine, on en parlait tout à l'heure en titre. Les offensives s'intensifient sur le terrain. Une frappe de drone imputée à la Russie sur un camp d'entraînement ukrainien a fait au moins 12 soldats morts et plus de 60 autres blessés. La localisation de la frappe n'a pas été précisée. Et suite à cette frappe, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Mikhailo Drapati, a présenté ce dimanche sa démission, disant ressentir une responsabilité dans la mort des 12 soldats ukrainiens. Et du côté russe, Moscou a confirmé ce dimanche que plusieurs de ses avions militaires ont pris feu lors d'une vaste attaque de drones ukrainiens. Selon le ministère russe de la Défense, aucune victime n'est à déplorer, ajoutant que certains participants aux attaques ont été arrêtés. Et toujours du côté russe, 2 ponts se sont effondrés après des explosions dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne, provoquant des accidents de train, dont l'un qui a fait au moins 7 morts. Les autorités russes dénoncent des actes de terrorisme. Et dans son rapport quotidien, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses troupes ont pris le contrôle ce dimanche d'un nouveau village de la région de Soumy qui se situe au nord-est de l'Ukraine. Toujours dans le même dossier, Kiev a accusé ce dimanche Moscou d'avoir attaqué la région de Zaporijia, faisant 3 blessés et endommageant plusieurs bâtiments résidentiels. Les bureaux de vote pour le second tour de l'élection présidentielle en Pologne ont ouvert ce dimanche. Les électeurs devront ainsi décider si Varsovie suivra la voie pro-européenne tracée par le Premier ministre Donald Tusk ou fera un pas vers le retour des admirateurs nationalistes du président américain Donald Trump. Les bureaux fermeront plus tard dans la soirée vers 21h. Sport football, et c'est avec une manita que le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions tant attendue hier soir en battant l'Inter Milan 5-0 à Munich. C'est donc le second titre en C1 de l'histoire du football français après celui remporté par l'Olympique de Marseille en 1993. La joie des supporters parisiens a été mêlée à plusieurs débordements et incidents hier soir dans la capitale française. 2 personnes sont décédées à Paris à Dax et 563 personnes ont été interpellées, dont 307 placées en garde à vue et 22 membres des forces de l'ordre ont été blessés.
Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. À demain.